Le soleil se leva lourdement sur les plaines de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. L'air était sec, chargé de poussière et de présages. Devant lui, Rome déployait la plus grande armée qu'elle eût jamais réunie de toute son histoire. Des dizaines de milliers d'hommes étaient convaincus qu'en ce jour, ils écraseraient l'envahisseur carthaginois. Pour les consuls romains, cette bataille n'était pas un affrontement de plus, c'était le coup final. Mais de l'autre côté du champ se tenait Hannibal Barca, un commandant étranger loin de sa patrie, en infériorité numérique et encerclé d'ennemis. Pourtant, il observait en silence tel un prédateur patient. Chaque colline, chaque rafale de vent, chaque pas romain avait déjà été calculé. Ce que Rome voyait comme une démonstration de force, Hannibal le percevait comme une occasion unique. Avant la fin du jour, l'orgueil romain serait brisé et le monde n'oublierait jamais le nom de Cannes. La bataille de Cannes ne fut pas le fruit du hasard. Elle fut le résultat direct d'un conflit qui ensanglantait la Méditerranée depuis des années, la deuxième guerre punique. Après la défaite humiliante de Carthage lors de la première guerre punique, Rome croyait avoir définitivement éliminé sa plus grande rivale. Mais à l'ouest, dans la péninsule ibérique, un nouvel ennemi prenait forme. Silencieux, obstiné et dangereusement intelligent. Hannibal Barca n'avait pas seulement hérité du commandement des armées carthaginoises, mais aussi d'un serment ancien, ne jamais être l'ami de Rome. En 218 avant Jésus-Christ, il prit une décision qui choqua le monde antique. Il marcha avec son armée de l'Hispanie jusqu'à l'Italie, franchissant les Alpes avec des hommes, des chevaux et des éléphants de guerre. Beaucoup moururent en chemin, mais ceux qui survécurent devinrent des soldats endurcis, loyaux jusqu'au bout. Les années suivantes, Rome subit des défaites humiliantes. D'abord sur le fleuve Trébie, puis au lac Trasimène, où une armée entière fut détruite dans une embuscade. Chaque victoire d'Hannibal nourrissait sa réputation et rongeait la confiance romaine. Pourtant, Rome refusait toujours de négocier. Pour les sénateurs, une seule solution existait, rassembler une force colossale et écraser Hannibal en bataille rangée. Ce devait être ce moment, du moins le croyait-il. Blessé mais non vaincu dans son esprit, Rome réagit comme elle l'avait toujours fait face au danger, avec une obstination absolue. Les défaites de la Trébie et du lac Trasimène avaient révélé le génie d'Hannibal, mais elles avaient aussi attisé l'orgueil romain. Pour le Sénat, la leçon semblait claire. Les embuscades et les manœuvres rusées ne fonctionnaient que contre des forces dispersées. En terrain ouvert, avec des effectifs écrasants, Rome se croyait invincible. En 216 avant Jésus-Christ, la République prit une décision sans précédent. Le commandement fut confié à 2 consuls, et pour la première fois, 8 légions furent mobilisées simultanément, accompagnées de contingents alliés italiques. Le résultat fut une armée colossale estimée entre 70 000 et 80 000 hommes, la plus grande force que Rome eût jamais engagée dans une bataille jusque-là. Une masse humaine compacte, entraînée à avancer et à briser toute ligne ennemie par la seule pression. La confiance était totale. Pour de nombreux sénateurs et officiers, Cannes ne serait pas une bataille, mais une exécution. Hannibal, en infériorité numérique et loin de tout renfort, serait enfin encerclé et détruit. La stratégie romaine était simple et brutale, avancer frontalement, écraser le centre ennemi et mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes. Ce que Rome ne perçut pas, c'est qu'en concentrant tant de force en un seul coup, elle devenait prévisible. Et la prévisibilité face à Hannibal était une condamnation à mort. Cannes n'était pas un lieu choisi au hasard. Située au sud-est de la péninsule italique, près du fleuve Ophide, la région était une vaste plaine ouverte, idéale aux yeux des Romains pour l'emploi massif de l'infanterie lourde. Il n'y avait là ni forêt dense, ni collines traîtres comme celles qui avaient favorisé Hannibal lors des batailles précédentes. Pour les consuls, ce terrain annulait enfin le principal atout de l'ennemi, la surprise. Le climat, cependant, racontait une autre histoire. L'été des Pouilles était implacable. Le vent brûlant soulevait des nuages de poussière fine, aveuglant les yeux et asséchant la gorge. Hannibal disposa délibérément ses troupes de manière à ce que le vent souffle en pleine face des Romains. À chaque pas en avant, les légions avanceraient non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre l'environnement lui-même.
Le fleuve Ophide coulait à proximité, limitant les manœuvres et les voies de retraite. Le champ était vaste, mais non infini. Une armée trop nombreuse pouvait devenir rigide, incapable de se réorganiser sous la pression. Pourtant, les Romains n'y voyaient que des avantages. De l'espace pour avancer, pour pousser, pour écraser. Pour Hannibal, ce terrain était une toile vierge. Chaque détail, le vent, la poussière, la largeur du champ, serait intégré au plan. Cannes ne serait pas seulement une bataille livrée en ce lieu. Le champ de bataille lui-même deviendrait une arme. Hannibal savait qu'il ne pouvait vaincre Rome de manière traditionnelle. Son armée était plus petite, composée de contingents divers, libyens, ibères, gaulois et numides, et chacun avec son propre style de combat. Pour un commandant ordinaire, cela aurait été une faiblesse. Pour Hannibal, c'était la matière première d'un plan audacieux. Tandis que les Romains disposaient leurs légions dans une formation profonde et compacte, Hannibal fit exactement l'inverse. Au centre de sa ligne, il plaça l'infanterie la plus légère et la moins disciplinée, Gaulois et Ibères, formant une avancée saillante, presque une provocation. Sur les ailes, il plaça son infanterie africaine vétérane, armée et entraînée à la manière romaine. Quant à la cavalerie, numériquement supérieure, elle fut répartie de façon décisive. Lourde à gauche, légère et rapide à droite. Le plan n'était simple qu'en apparence. Le centre carthaginois avancerait, puis, sous la pression, reculerait lentement, se pliant sans rompre. Les Romains confiants avanceraient toujours davantage, comprimant leur propre rang. Pendant ce temps, les ailes africaines resteraient fermes, attendant l'instant exact. Hannibal ne cherchait pas à stopper l'attaque romaine, il voulait l'absorber. Chaque pas des légions était, sans qu'elles s'en rendent compte, un pas de plus à l'intérieur du piège. Cannes ne serait pas gagné par la force, mais par le temps et par l'illusion de la victoire. L'affrontement entre les armées fut brutal et immédiat. Au signal de l'avance, la masse romaine se mit en mouvement comme un mur vivant, bouclier serré, lance abaissée, repoussant tout sur son passage. L'impact contre le centre carthaginois fut assourdissant. Gaulois et Ibères furent violemment pressés, reculant pas à pas sous le poids écrasant des légions. Pour les officiers romains, cela semblait confirmer toutes leurs attentes. L'ennemi cédait, mais ce recul n'était pas du désordre, c'était du calcul. Hannibal était là, au centre, observant chaque mouvement. Ce qui apparaissait aux Romains comme un effondrement était en réalité une retraite contrôlée. La ligne carthaginoise, auparavant convexe, commença à se courber vers l'intérieur, se transformant lentement en un arc concave. Les légions, avides de victoire, s'enfonçaient toujours plus profondément, comprimant leur propre formation et perdant leur mobilité. Le champ se rétrécissait. La poussière soulevée par des milliers de pas rendait l'air presque irrespirable. Les ordres se perdaient dans le tumulte du combat. Les soldats romains, poussés par l'arrière, avaient à peine l'espace nécessaire pour brandir leurs armes. Pourtant, ils continuaient d'avancer, convaincus de briser le cœur de l'armée ennemie. Sans s'en rendre compte, Rome se trouvait déjà là où Hannibal le voulait. Le centre carthaginois ne fuyait pas, il refermait la porte. Au moment où le centre carthaginois atteignit la limite de son repli, Hannibal donna le signal. Sur les ailes, l'infanterie africaine vétérane avança comme des lames qui se referment. Des hommes entraînés, disciplinés et armés d'équipements pris aux Romains eux-mêmes pivotèrent vers l'intérieur, attaquant les flancs exposés des légions comprimées. Le piège commençait à se refermer. Au même instant, la cavalerie carthaginoise avait déjà scellé le destin de la bataille. À gauche, la cavalerie lourde mit rapidement en déroute les cavaliers romains. Au lieu de les poursuivre, elle se tourna vers le centre du champ. À droite, les Numides maintinrent la cavalerie alliée romaine occupée, jusqu'à ce que le coup principal soit porté, puis les deux contingents convergèrent par l'arrière. L'armée romaine était encerclée de toutes parts. Ce qui suivit ne fut plus une bataille conventionnelle, mais un massacre. Sans espace pour manœuvrer, sans voie de retraite, les soldats romains étaient écrasés les uns contre les autres. La chaleur, la poussière et la panique transformèrent le champ en un cauchemar étouffant. Beaucoup moururent sans même voir l'ennemi qui les frappait. La discipline romaine, fierté de la République, s'effondra sous une pression absolue.
À la tombée du soir, Cannes n'était plus un champ de bataille, c'était une tombe collective. Hannibal avait accompli l'impossible, l'anéantissement presque total de la plus grande armée de Rome. L'ampleur du désastre de Cannes fut sans précédent dans l'histoire romaine. On estime qu'entre 50 000 et 70 000 soldats furent tués en quelques heures. 2 consuls, des dizaines de tribuns et une part significative de l'élite militaire de la République gisaient parmi les corps. Pour Rome, il ne s'agissait pas seulement d'une défaite, c'était un traumatisme collectif. La nouvelle parvint à la ville comme un coup silencieux. Selon les sources antiques, le deuil envahit les rues, les portes restèrent closes, les temples se remplirent de supplications et le Sénat se réunit dans un climat de désespoir. Pour la première fois, Rome craignit réellement pour sa propre survie. Des alliés italiques commencèrent à déserter. Des villes ouvrirent leurs portes à Hannibal, et le mythe de l'invincibilité romaine fut brisé. Paradoxalement, Cannes ne conduisit pas à la reddition de Rome. Au contraire, elle imposa une transformation profonde. La République abandonna la recherche de batailles décisives et adopta une stratégie d'usure, évitant les confrontations directes avec Hannibal. Le commandement en vint à privilégier la prudence, le temps et les ressources. Un changement amer mais nécessaire. Cannes enseigna à Rome une leçon cruelle. La force sans flexibilité est une faiblesse, et cette leçon façonnerait l'avenir de la puissance romaine. Cannes a traversé les siècles non seulement comme une défaite, mais comme un avertissement éternel. Là, un seul commandant prouva que l'intelligence, la lecture du terrain et la compréhension de l'ennemi peuvent surpasser toute supériorité numérique. Hannibal ne vainquit pas Rome parce qu'il avait plus d'hommes. Il triompha parce qu'il comprenait comment elle combattait et surtout, comment elle réagissait lorsqu'elle croyait avoir déjà gagné. À partir de ce jour, la guerre ne fut plus jamais la même. Les généraux étudieraient Cannes comme un sombre manuel de ce qui arrive lorsque l'orgueil remplace la stratégie. Et Rome, bien que vaincue, survécut précisément parce qu'elle sut tirer les leçons de sa propre tragédie. Si tu veux continuer à explorer les grandes batailles, les erreurs fatales et les esprits brillants qui ont façonné l'histoire antique, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse ton commentaire. Quelle bataille, selon toi, a changé le destin du monde ?